Ils avaient des casques avec des têtes de mort, vous savez. Hein, puis ça galopait sur les trottoirs, puis vous savez, même eux, on avait poète-poète, hein. Et le plus dur, c'était les obus. Ah, les obus. Oh, on était fous. Les Allemands, ce qu'ils voulaient, c'était dominer les collines pour avoir le Pas-de-Calais et les mines. C'est ça qui était. C'était pas une gifle, c'était une main. Il y avait un obus qui avait éclaté, et puis il y avait une main coupée qui est venue contre ma joue. Dans quelques instants, nous allons nous retrouver une nouvelle fois au cœur de ce pays de l'Artois, au lieu des batailles horribles de cette Première Guerre mondiale. Dans quelques instants, deuxième volet d'un très important documentaire qui retrace du premier au dernier jour cette terrible guerre telle que l'ont vécue les militaires comme les civils à l'ombre du mont de Notre-Dame de Lorette. Et juste après la diffusion, nous nous retrouverons avec Jean-Paul Victor, qui est l'un des auteurs de ces documentaires, et Yves Lemaner, qui est historien et qui nous donnera son commentaire et le sens que l'on donne aujourd'hui à cette terrible guerre qu'ont vécu nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc tout de suite ce documentaire, écrit et réalisé par Jean-Paul Victor avec Robin Sheffield et Serge Dietrich. Vous allez voir, c'est très prenant, des témoignages et des images inédites. Ils avaient des casques avec des têtes de mort, vous savez. Hein, puis ça galopait sur les trottoirs, puis vous savez, même eux, on avait poète-poète, hein. Et le plus dur, c'était les obus. Ah, les obus. Oh, on était fous. Les Allemands, ce qu'ils voulaient, c'était dominer les collines pour avoir le Pas-de-Calais et les mines. C'est ça qui était. C'était pas une gifle, c'était une main. Il y avait un obus qui avait éclaté, et puis il y avait une main coupée qui est venue contre ma joue. La colline de Lorette ne paraît qu'un point de l'immense champ de bataille qui s'est étendu des confins de la Suisse au rivage de la mer du Nord. Pourquoi, plus qu'un autre, ce point mérite-t-il d'être distingué? Ce que je me sens impuissant à vous dépeindre, c'est la tragique horreur de toutes ces luttes. Ici, on combat, on vit, on meurt dans un océan de boue. Des hommes y disparaissent, enlisés vivants. Quand le cas est trop fréquent, mitrailleuses et fusils ne partent plus, on se bat à coups de crosse, à coups de pioche, de pelle. La pluie, la gelée, l'eau qui sort de la colline même font effondrer les parapets, combles, nivelles, tranchées et boyaux. Obstinément, nous en creusons de nouveau, butant à chaque pas sur des cadavres qu'on ne peut plus songer à enterrer. À quoi bon? Les obus ennemis ne cessent de les déterrer, les faisant jaillir d'une terre déjà toute pétrie. Général Mestre, chef du 21e corps d'armée. En 1915, depuis près d'un an, le monde est en guerre. Celle-ci oppose principalement d'un côté la France, le Royaume-Uni et la Russie, et de l'autre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Cette dernière a envahi le Luxembourg, la Belgique et le nord-est de la France, où son avancée est bloquée. Du côté des soldats, cette guerre a déjà fait des centaines de milliers de morts. Après une année de bataille acharnée, le plateau de Lorette, position stratégique pour dominer le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, a été repris par les Alliés. Ils ont dorénavant une position privilégiée qui surplombe l'ennemi. La baisse de morale se généralise. Sur le front, aucun soldat, que ce soit du côté allemand ou du côté allié, ne voit venir l'issue de cette guerre. Au pied du plateau de Lorette, le front s'immobilise et les tranchées continuent de se creuser. Quand on avait passé dans les tranchées, l'hiver, pendant 8 jours qu'il y avait de la pluie, on était mouillés, et le casque,
Et le casque, il faisait gouttière, comme une gouttière sur nos épaules. Alors notre capote, elle pesait plus de 10 kilos. Tout l'eau qu'il y avait dans notre capote. Oui. Alors, après, j'ai eu une bronchite chronique. Et le fois que j'ai eu les pieds dans l'eau, oh là là, la misère. La vie dans les tranchées ici, c'est une vie dans la boue. La boue tout le temps. Pour vous donner un aperçu, un jour où, au mois d'août, il est tombé, mois d'août 2010, il est tombé 55 mm d'eau au mètre carré. Ça représente rien que 68 tonnes d'eau sur le plateau de Lorette, sur le cimetière de Lorette. Et cette eau ne reste pas sur le cimetière de Lorette, elle descend. Les sommes qui sont en bas du cimetière de Lorette reçoivent sur leur dos les 68 tonnes multipliées par l'eau qui est tombée sur les 3 km qui séparent Lorette de ce secteur-là. Et c'était là le drame des soldats, ici en Artois. C'était aussi le drame dans beaucoup de secteurs. Mais ici, cette boue, elle a un aspect particulier. Elle est faite avec ce qu'on appelle ici du bief, c'est un argile friable, et plein de cailloux qui, une fois imprégnés, rendent la vie vraiment impossible aux soldats. Sur Lorette, normalement, les hommes devaient monter 3 jours en première ligne. Le général Metz a eu le bon sens de leur laisser qu'une journée. Il faut se rendre compte qu'un équipement militaire de 14-18, mouillé, il lui fallait 5 jours pour sécher par beau temps. Donc les hommes étaient soumis à rude épreuve, en ce sens que quand ils étaient mouillés puis qu'ils devaient passer une journée en première ligne, par un temps froid, humide, c'était vraiment galère. Un jour au matin, il remontait à Lorette, et puis il y en avait un père et une famille, là, il y avait des pieds gelés. Alors, son logis, il dit, écoute, mon vieux, t'es pas connu, il faut que tu montes. Il dit, essayez de mettre mes chaussures, mettez-les-moi mes chaussures. Et le logis, il a menacé avec son revolver. Il dit, si tu refuses d'exécuter, je suis obligé de te tuer, il dit. Alors il dit, vous allez tout de même pas me tuer, il dit, j'ai une femme et 3 enfants, il dit, regardez un peu, il dit, si je peux mettre mes chaussures. Oui, mais il dit, t'es pas reconnu. Il était pas reconnu. Hein. Vous savez, ils étaient durs, les majors. Hein. Alors, il a regardé ses pieds. Alors, il dit, bon, ben, je vais appeler la charrette. La charrette est de 1870, avec des cerceaux, sans ressort, sans rien du tout. Et puis, il a monté à Lorette. Ah, il n'y avait pas de pitié. Hein. Ça, c'est tel que je vous le dis. Hein. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire à l'arrière. Quand un homme marchait sur son beau-frère parce qu'il était tombé lors de la montée en première ligne et qu'il avait perdu de vue, ben il dit, c'est pas grave, je le retrouverai après. Puis en montant, il marche sur quelqu'un, il est tout heureux de marcher sur un dos. S'il avait marché sur un ventre, il serait rentré dedans. Mais comment aller expliquer ça à sa femme, qu'il a marché sur le dos de son frère? Non pas heureux, mais enfin, préférant marcher sur son dos que sur son ventre parce qu'il serait rentré dedans. On peut pas le dire, ça se dit pas. Et à l'arrière, on n'a pas notion de ce genre de cauchemar qu'on vit devant. J'ai vu un jeune soldat qui s'était engagé pour son bien faire. Et puis, au soir, il a fiché sa main dans le coupe-racine. C'était la main. Et ben, ils ont fait un beau pansement, puis il a monté à Lorette. Hein. Ah, il a fait exprès pour ne pas monter à Lorette, parce qu'il avait peur. Hein, ces jeunes, ils comprenaient. Hein. Ce qui manquait, c'était justement de savoir les écouter. Il faut se rendre compte que ces gens étaient partis convaincus que la guerre allait durer 3 mois. Et puis, ils ont passé quasiment 1450 jours au fond. Les différentes armées suffoquent sous le poids de leurs blessés et de leurs morts. Le désespoir gagne les soldats allemands, pour qui ce conflit devait être gagné rapidement. Les civils français avec qui ils cohabitent sont parfois témoins de cas de désertion.
l'armée allemande elle avait déjà un mauvais moral, n'avait déjà plus beaucoup à manger. Et pour monter à Lorette, une cuillère de marmelade et puis du pain, c'était pas une cigarette. Et alors il y en a un qui a pris un acte de folie. Il a jeté tout son barda, le sac d'eau, le fusil, puis il est rentré dans la maison. Il n'est plus resté. Alors il y a un officier qui a crié quelque chose, un autre. Ils ont couru après. Puis alors, voyant qu'il ne pouvait pas l'avoir, il avait traversé deux courants, puis les jardins. Il a fait mettre des soldats fusils, charger les fusils. Et quand il a sorti, ils l'ont tué. Il avait pris un acte de folie, il ne voulait plus monter et aller à la guerre. Moi, j'ai un souvenir d'un Allemand qui a tiré son aigle, son casque, et puis l'a jeté sur un armoire. Et il pleurait dans les genoux de ma grand-mère en disant qu'il ne voulait plus aller tuer ses fils. Ils avaient l'air bien tristes. Ils avaient l'air bien tristes. Et la commandature, elle était où? Je l'ai dit tantôt, ouais. Elle était où? Au Marronnier. Et une fois, ils sont venus dans la maison pour avoir du vin. Et ils écoutaient la dernière goutte du solo. Et l'officier qui a dit, Madame Macquart, donnez-nous du vin. Il faut du vin. Il n'y en a plus. Vous êtes une menteuse. Je serai fusillé, il lui a dit. Il n'a jamais été fusillé. Et il dit un soldat allemand qu'il est venu, il lui fait voir ses portraits. Fils, il a comme de mon âge, puis il y avait 4 enfants, puis encore, malheur la guerre, malheur la guerre. Alors, c'est ce qu'il disait. En zone occupée, les civils servent souvent de bouc émissaire. Les plus valides ont l'obligation de partir travailler dans des camps. Mais au-delà des ordres, les soldats allemands tentent en général de fraterniser avec la population locale. Ils font du troc et vont même payer les services qu'ils leur demandent. Tout le monde semble vivre dans le même désarroi. Et dans l'adversité, des liens se forment entre populations occupées et envahisseurs. Derrière l'uniforme allemand apparaît un être humain qui parfois ne sait plus pour quelle raison il se bat. Ils nous parlaient volontiers parce qu'ils avaient des enfants semblables à nous autres. Alors, parfois, ils essayaient de nous parler ou bien nous expliquer un mot, par exemple, ya, ça voulait dire oui. Dans les villes, dans les villages, les habitants sont envahis directement par les troupes combattantes, puisqu'ils habitent chez eux. Ils sont dans les villages, dans les villes, dans leur arrière-front. C'est là qu'ils viennent s'amuser, c'est là qu'ils viennent se reposer, c'est là qu'ils viennent être soignés, c'est là aussi qu'ils viennent mourir quelquefois. Et donc, là, les rapports deviennent extrêmement différents. Il y a ceux qui refusent absolument tout contact personnel, tout contact amical avec les Allemands qui se trouvent chez eux, qui refusent absolument, y compris de leur parler. Il y a ceux qui pensent que ce sont un peu des pauvres types comme eux, qu'eux, ils sont en guerre, qu'ils sont en guerre de l'autre côté, qu'ils ont une famille, qu'ils ont des enfants. Et s'ils se comportent bien, s'ils sont gentils avec eux, s'ils leur posent des questions, s'ils peuvent évidemment parler un petit peu, eh bien, ça peut assez bien se passer. Il y a aussi les rapports entre massivement des occupants qui sont des hommes et massivement des occupés EES qui sont des femmes. Et là, c'est la même chose. Il y a des femmes qui refusent absolument tout contact. Il y a celles qui acceptent
parce qu'elles ont faim, parce que leurs enfants ont faim, des contacts que j'appellerais tarifés. Et puis, il y a, comme partout, des hommes et des femmes qui tombent réellement amoureux. Donc on a absolument tous les cas de figure, depuis le refus complet jusqu'à une vraie relation amoureuse. Sur le front, les commandements sont de plus en plus intransigeants. Il faut mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Une guerre d'usure s'installe suite aux échecs d'une guerre d'offensive. Les soldats ennemis sont tués plutôt que blessés, évitant ainsi tout risque de les voir revenir au front plus tard. Dans cette lutte à mort, les soldats font parfois du conflit une affaire personnelle, par vengeance ou par simple haine. J'ai fait pleurer des fiancés allemands, j'ai fait pleurer des épouses allemandes, j'ai fait pleurer des mères de famille allemandes, mais c'était la guerre. Et notre capitaine, il ne voulait pas de prisonniers. Le capitaine, il dit, je veux des prisonniers, mais sans tête. Parce qu'il avait su, ils avaient fait des misères à sa femme et puis à ses jeunes filles. Puis après, quand ils sont arrivés, les Boches, dans son village, là, il y avait sa mère qui était paralysée. Et les Boches, ils ont tiré le matelas avec la vieille qui était paralysée dans le lit, pour prendre le lit. Alors ils en voulaient aux Boches. Puis après, ils ont violé ses filles. Ils ont voulu violer sa femme aussi. Alors, ils disaient, si je veux jouer à un Boche, je veux un Boche sans tête. La région du bassin minier est totalement dévastée. À coups d'obus, jusqu'à épuisement des munitions, la terre est totalement retournée et le paysage est profondément remodelé. Tandis que les villes sont rasées, les champs cultivables ne sont plus qu'une vaste étendue de boue où le seul relief est constitué de tranchées et de cratères d'obus. La faim s'amplifie dans les villes et dans les campagnes. Je ne disais même pas ce que je pensais, hein, pour pas décourager ma mère, pour pas embêter ma mère. Hein. Ma mère elle voyait la situation mieux que moi. Hein. Il fallait trouver de la viande, il fallait trouver du pain à acheter, il fallait faire venir ça de Bully, hein, et la viande comme autre chose. Alors, les vins, il n'était même pas à peine servi. Il n'y avait pas encore personne. Alors, en arrivant, heureusement, les Anglais ont repiqué un compte de choux, là. Des choux qu'ils avaient repiqué à l'empereur de la terre de la sécurité. Elle les a rangés. On les a cultivés et pour faire la soupe. Et on avait au moins mis au moins 500 à 1000, je ne sais pas combien. Ben, on a toujours dit qu'ils n'ont pas eu assez de ravitaillement. Parce que, je me souviens quand on a dit à ce moment-là, quand les Allemands qui se sont aperçus, ils débordaient, alors les avions passaient en retraite. Hein. Moi, je les ai vus. Et on a dit, quand les Allemands sont aperçus que les Français qui tiraient à obus blancs, ils n'avaient plus d'obus. Alors, pour faire du bruit, mais les obus éclataient puis ils n'avaient pas d'éclat. Hein? Alors, c'est là. Mais alors là, croyez-moi, ils ont fait appeler du renfort. Et ils ont attaqué. Et alors là, ils ont attaqué, ils ont monté encore jusque l'Orée. C'est après qu'ils ont été encore délogés. Une résistance se met en place, en particulier près du front. On rencontre certes des tentatives d'espionnage, mais en général, si le désir est dans le cœur, la réalité fait peur. Il est difficile de communiquer avec ceux qui sont près géographiquement, mais tellement loin pratiquement. Près de Lorette, les réseaux se mettent en place. Certains organisent leur propre résistance.
Émilienne Moreau, jeune fille de Los en Goële, en est l'exemple le plus connu. Je l'ai connue, Émilienne Moreau. Je l'ai vue. Moi, je l'ai vue. Elle est venue à Lens ce jour-là. Et je l'ai vue au bras d'un Allemand. Le rôle d'Émilienne Moreau a été essentiellement un rôle de renseignement auprès des Britanniques pour la préparation de la bataille de Los. C'est-à-dire qu'elle est renseignée sur les mouvements de troupes allemandes. Moi, j'ai estimé plus tard, quand j'étais plus grande, que j'ai mieux compris qu'elle était une espionne. Qu'elle espionnait les Allemands, elle logeait des officiers pour avoir des renseignements. Il y a des résistances qui sont principalement des résistances d'opérations d'observation, en particulier d'observation des trains chargés de soldats, des trains chargés de munitions. Ça, c'est un des aspects principaux de la résistance. Il ne faut pas voir une résistance active avec sabotage et opérations militaires comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'une résistance qui pratiquement une résistance qu'on dirait une résistance de réseau d'observation et de passage d'hommes. C'est d'ailleurs pour ça que les résistants, on les appelle souvent les passeurs d'hommes, ceux qui ont permis à des gens de retrouver les lignes. Émilienne Moreau informe les Alliés des positions allemandes dans sa ville, permettant, en septembre 1915, aux troupes britanniques de lancer une attaque avec succès. Elle met en place dans sa maison un poste médical et participe même au combat, abattant 4 soldats allemands. Elle devient, à 17 ans, l'héroïne de Los en Goële. On utilise alors son image pour entretenir le moral de la population et des troupes. Et alors, après, il y a eu des scènes de carnage que ça serait trop long à raconter. Alors, comme j'étais tireur d'élite, dans ma compagnie, on venait me chercher pour aller dans d'autres compagnies pour dénicher un tireur d'élite allemand, un guetteur. Quand il y a un guetteur qu'on ne pouvait pas avoir, on venait chercher les tireurs d'élite. Alors quand j'arrivais sur les lieux, on était déjà 4 ou 5, peut-être 7, 8 tireurs d'élite. Alors l'officier, il nous donnait le point. Alors on était 7 ou 8 à tirer sur le tireur d'élite. Alors sur les 8, il y a toujours une balle qui faisait mouche. La guerre ne fait plus le tri entre militaires et civils. Les canons sont de plus en plus puissants, avec des calibres toujours plus grands et des charges plus lourdes. Les tirs ont une portée de plus en plus longue, mais les obus manquent encore souvent leur cible. Les bombardements, ils ont commencé, les Anglais, les Français, le reste, tout ça, c'est eux qui nous bombardaient ici, à Hénin. C'était plutôt les Allemands qui nous disaient, voyez-vous, les Français, ils viennent vous tuer. Nous, on est camarades. Ça, je me souviens de l'avoir entendu dire. Ici, au coin de la rue de Lens, il a eu assez bien être victime. Mon père, il avait même voulu ramasser une botte, mais le pied était encore dedans. Alors, là, au coin de la rue de Lens. Enfin. Après, il y avait les saucisses. Alors, ici, quand les Allemands qui étaient encore à l'autre, la saucisse était à Vendin par là. Ouais. Quand ils ont reculé, on a vu les saucisses avancer.
On était contents, hein. La guerre change de visage. Alors que la technique de combat n'a pas changé depuis une centaine d'années, les nouvelles technologies font passer le conflit dans la modernité. Dans le ciel apparaissent d'étranges ballons en forme de saucisses. On y installe des appareils photographiques pour prendre des clichés des positions ennemies. Les avions ne volent plus seuls, mais en escadrille. Ils ne se limitent plus à la reconnaissance. On les arme de mitrailleuses et de bombes, devenant ainsi des armes redoutables, puissantes et précises. Au sol, les premiers tanks détruisent tout sur leur chemin et terminent de labourer les champs de bataille. Les tenues militaires changent en même temps que la guerre. Les casques font dorénavant partie de la panoplie du soldat français et le pantalon rouge, trop voyant, a définitivement disparu. On distribue des masques à gaz, car une arme terrifiante vient de faire son apparition, l'hypérite, connu sous le nom de gaz moutarde. Il provoque des brûlures aux yeux, sur la peau et dans les poumons, et dans beaucoup de cas, une mort extrêmement douloureuse. Ah oui, j'étais en train de se mettre du blé avec mon père, qui était revenu en permission, puis il se met blé à la main, puis moi j'ai resté derrière, puis je championnais en descendant là, sous la grande route pour la 2, mettons. Vous voyez la route 2, après la première maison, à droite, là. Il y a des grandes rives, et là. Et alors, quand j'arrivais en haut du champ, je voyais les gaz qui se faisaient comme violet. Et puis arrivé en bas, là on était empoisonné, j'étais de l'hypérite. Hein. Ah, je me rappelle encore. Et quand j'ai revenu ici, après, j'ai revenu à la maison, quoi. Et tout le monde pleurait qu'on allait mourir, quoi. Ici, tous les puits sont raccordés. Alors, naturellement, de numéro 3, numéro 7, numéro 6, on pouvait aller au numéro 8. Numéro 8 à Ouchy. Alors, les Allemands, ils étaient à Ouchy. Et les quartiers général anglais, ils ont installé un poste au fond. Les Allemands, ils se sont aperçus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont descendu une conduite, et puis ils ont reçu du gaz à section. Tout le poste a été asphyxié. Je les ai vu remonter, moi, un jour au matin au numéro 6. Ils ont asphyxié au fond. Je me rappelle, il y avait un jour 2 soldats qui étaient venus, ils étaient copains avec mon père, et puis ils étaient en permission, pas loin d'ici. Alors ils ont venu dire bonjour à ma mère. Puis il y en a un qui disait, vous savez, j'ai le gaz, il dit, si jamais qu'ils se mettent à acheter du gaz, il dit, il faut monter l'âge guerrier. Hein. L'autre dit, mais non, madame, il dit, vous allez vous faire tuer. J'ai des obus, ils vont vous faire. Hein. Alors, pour finir, il se tournait le dos, il n'était pas d'accord. Pendant, il disait, il faudrait être un calme, et puis l'autre disait, oh. Vous savez, on était souvent dans la cave. Hein. On couchait tous les jours dans la cave, naturellement. Et puis, quand on entendait un obus siffler, pour partir de la cave tout de suite. Et mon grand-père ne voulait jamais y aller. On s'est trouvé à 16 dans la cave. Ah oui. Les Canadiens, par la suite, puisque les Canadiens ont placé les Français en 1916, ont également fait des tirs d'armes chimiques sur Liévin. On a pas mal de documents canadiens sur ces tirs d'armes chimiques. Et une arme chimique, c'est complètement aveugle. Ça frappe autant les populations civiles que les populations militaires allemandes. Hein. Mais quand on voit l'état dans lequel étaient les villes comme Liévin, Lens, le Bassin-Minier en règle générale, parce qu'il y avait aussi une volonté des Français d'éviter que les Allemands n'utilisent à fond
le bassin minier. Quand on voit l'état où on l'a récupéré en 1918, c'est sûr que les frappes ont dû être assez violentes et ont dû faire énormément de tués. Et après, c'était les avions qui venaient faire un tour. Vous savez, c'est qu'il y avait des avions. Et aussitôt qu'il vient un rayon de soleil, allez, parfois, quand la scène apercevait, il y avait déjà 50 obus d'éclatés. Alors ça tombait comme de la pluie. Hein. Ça, j'avais peur, hein. Je me rappelle. J'avais tellement peur que je me mettais sous mes chevaux. Oui, mais il y a un vieux cultivateur, il dit, surtout ne fais plus jamais le bêtise là. Si jamais il est un cheval, il tient d'abord plus place que toi, il attrape un scantenel, il va te tuer, il dit. Comme des faits. Hein. Mais j'avais tellement peur. Au bout de 3 années de guerre, les derniers civils doivent se résigner à partir. Il n'y a plus rien à sauver. Et plus personne ne croit en la fin de cette guerre. L'envahisseur n'a plus les moyens de ravitailler convenablement ses soldats, et les civils à nourrir sont devenus un poids trop important. Des convois sont organisés pour évacuer les familles. Ceux qui veulent rester prennent le risque de mourir de faim ou sous les bombes. Quand ils étaient évacués en 1917, le 27, dans la nuit du 27 à 28 avril, on a été évacués dans des wagons spéciaux pour la Belgique, parce que ça venait trop, il y avait trop de tués. Ça. Alors, Lens, Salomé, Billy, tout ça, ils étaient déjà évacués. Les civils, pendant une guerre, ils gênent. L'idée, ce serait de ne pas avoir de civils sous la main. Plus il y a de civils, plus on est gêné. Donc, ils gênent parce qu'ils gênent les opérations militaires. Ils gênent parce que s'ils sont là, il faut les nourrir, il faut les habiller, il faut leur donner du travail, etc., etc. Donc, dès qu'il y a déclaration de guerre, on évacue les civils les plus proches du front. Ça, c'est la norme, et tous les belligérants font toujours ça. Donc les Français ont évidemment évacué les civils les plus proches du front. Très très peu sont restés. Dans les zones occupées, on évacue aussi, bien sûr, les civils les plus proches du front. Mais ensuite, toute la zone occupée est arrière-front. Alors, on a tendance à vouloir se débarrasser des populations civiles parce qu'il faut les nourrir. C'est toujours le même problème. Et donc, on va demander aux civils, soit volontairement, soit on va les pousser à quitter la zone. Or, puisqu'il y a un front hermétique qui va de la guerre du Nord, de la mer du Nord à la Suisse, on ne peut pas passer tout droit. Donc, pour être évacué, si vous habitez mettons Lens, que vous voulez quitter Lens pour rejoindre la France, eh bien vous allez être évacué via la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, et repasser par une puissance neutre, et c'est la Suisse qui va se porter garante de ces évacuations à cet endroit-là. Sur l'autre front, sur le front Est, la même chose se passe à travers le Danemark. On était rassemblés, on a parti à pied jusqu'en gare de Le Forêt, parce qu'à Oubi, il n'y a pas de gare. On a jusqu'en gare de Le Forêt, et puis alors là, on a été parqués dans des comment je dirais, dans des wagons de bestiaux, quoi. Hein. Vous savez, des 40 chevaux, hein, 8 hommes, 40 chevaux, avec des tuyaux placards. Là. Puis alors, on était jusqu'à Namur. Alors, à Namur, on a arrêté parce qu'il y avait un violent orage. Alors, on a arrêté, c'est parce que je suis très peur de l'orage, je sais pas quoi. Finalement, on est arrêté à Namur, puis le lendemain matin à 8h, on est arrivé à Anu, dans la province de Liège. Puis là, on a été, vous savez, il y a des civils qui sont venus nous chercher les uns après les autres. Hein. Mais nous, à la maison, comme nous étions 4, ma mère et puis nous 3, les enfants, il n'y avait pas de place pour 4 personnes, il n'y avait que de la place pour 1. Puis je peux prendre 1, moi je peux prendre 2, mais je peux pas en prendre 4. Hein. Et puis voilà, on a resté 7 mois en Belgique. Puis à ce moment-là, on a été réévacués. Alors là, c'était plus des trains bestiaux, c'était des wagons de voyageurs, mais des wagons.
il n'y avait pas de couloir, vous savez, c'était une portière de chaque côté. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Hein. C'était un couloir, puis c'est tout. Il fallait faire tous ses besoins sur des morceaux de papier, puis tout jeter par la fenêtre, par la portière du train. Hein. Ah ouais, c'était comme ça, je vous garantis. Ça, c'est vrai. Et je me rappelle, on a passé par Arlon. À Arlon, on a eu une tasse de café. Vous auriez vu, on était enveloppés dans des couvertures parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans les trains. Hein. Et c'était au mois de janvier 1918. Alors à ce moment-là, on a parti, puis on a été rapatriés par Thonon-les-Bains, par Évian. Alors là, il y avait forcément les militaires, ils avaient des adresses pour pouvoir nous héberger. Alors, quand il y avait des certificats d'hébergement d'arrivée, et puis que nous arrivions, on nous prenait. Puis alors, là, on est revenu dans la Saône-et-Loire, à Sanvin, près de Mont-Solémine. On est venu retrouver mon père en 1918, quoi, peut-être en février 1918, peut-être. Puis là, on a resté 2 ans, parce qu'on a pu rentrer par ici. Tout était démoli. On n'avait plus de maison, on avait tout pillé, on n'avait plus de maison, on n'avait plus rien du tout. Hein. Quels genres vont être évacués principalement? Eh bien, vont être évacués les plus pauvres. Et ces plus pauvres parce que ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Et les Allemands, plutôt que de les garder sur place et essayer de les nourrir, eh bien, ils préfèrent les évacuer et les renvoyer à la France. La France devrait les accueillir à bras ouverts, ces pauvres réfugiés du Nord. Eh bien, les autres Français, qui déjà subissent la guerre, ils trouvent que ça va bien comme ça. Et ils les traitent extrêmement mal. Et c'est le moment où est inventée cette formule que détestent les gens du Nord, qui est la formule des Boches du Nord. C'est-à-dire, vous êtes avec les Boches, maintenant vous ressemblez aux Boches. Formule qui va coller à la peau des gens du Nord jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où de nouveau on va les traiter de Boches du Nord. Et on a donc cette contradiction terrible entre ceux qui ont le plus souffert et de loin de la guerre, qui se trouvent en plus traités de façon extrêmement péjorative par leurs propres concitoyens. Dans les tranchées, tous veulent en finir avec cette guerre. La fatigue laisse place à la haine. À l'est de l'Europe, en 1917, la révolution russe amène un retournement de situation. Les bolcheviks cessent de se battre contre l'Allemagne, qui se concentre dorénavant sur la campagne de France. Des renforts arrivent du front de l'Est pour tenter de faire reculer les Alliés. De l'autre côté, en mars 1918, débarquent des renforts venus des États-Unis qui viennent d'entrer en guerre contre l'Allemagne. 2 millions de soldats américains viennent prêter main forte aux Alliés. Le carnage reprend de plus belle. Moi j'aimais bien tirer du fusil. Pour moi, c'était un régal. Moi, quand l'officier qui m'a donné mon fusil, étant bleu, il dit, tâche de bien t'en servir. Alors, comme j'aimais bien tirer, alors, à chaque fois qu'il y a qui bougeait, il n'était pas loupé. Et je l'avais à chaque fois. Mais c'était le plaisir de tuer. C'était des Boches. Je voulais me venger. Tous les misères que j'ai passées étant gamin en mine de Bruay, les misères que j'ai eues dans les logements. Puis après, à chaque fois que j'en tué un, ah, c'est toi qui as tué mon camarade François, c'est toi qui as tué mon camarade Lebé. À chaque fois que j'en abattais un, et je l'accusais d'avoir tué un de mes camarades. Alors, c'était le plaisir de tuer. Des regrets, non, jamais eu de regrets. Pour moi, un Boche, c'était toujours un Boche. Ça, je peux pas l'oublier. Je ne peux pas les sentir. Ah non, non. Ah, non. Ah, moi, c'était le plaisir de tirer avec mon fusil.
tous les bombardements refaisaient sortir les morts. Ce qu'il en restait. Donc les hommes vivaient dans la boue, mélangés à des corps. Un autre aspect, au pied de la colline, 2 ruisseaux, le Carency et le Saint-Nazaire, qui se rejoignent à Souchet. Les Allemands ont eu l'excellente idée de boucher la Souchet, inondant tout ce qui était en amont. Ce qui fait que les combats, notamment ceux pour la sucrerie, pour le carriole et ainsi de suite, se déroulaient dans 1,50 m d'eau. Les hommes ne pouvaient pas sauter au sol, plonger au sol, il fallait qu'ils assument face au tir des mitrailleuses. Cette eau a reçu des cadavres. Les cadavres y restaient. Vous voyez l'aspect cauchemardesque de la chose. Durant l'année 1918, viennent s'ajouter aux ravages de la guerre des maladies dues à la malnutrition et à l'absence de médicaments, mais aussi principalement de ce que les Allemands appellent déjà la grippe espagnole, une des maladies les plus dévastatrices du XXe siècle, et qui ne fait aucune différence entre militaires et civils, hommes ou femmes, jeunes ou vieux. La situation géostratégique change très rapidement. Au printemps 1918, l'Autriche-Hongrie termine de se disloquer au profit des différents peuples qui la constituent. Les Allemands tentent d'enfoncer les lignes alliées dans la Marne, en vain. Ils sont repoussés jusqu'au-delà des frontières de leur pays. Au début de l'automne, l'épuisement de l'armée allemande et le début d'une révolution communiste forcent définitivement l'empereur Guillaume II à abdiquer. Les armistices s'enchaînent entre les différents belligérants, et le 11 novembre au matin, l'Allemagne capitule à son tour. La Grande Guerre vient de se terminer. On était dans les tranchées. Alors, il y a un Allemand qui, sans équipement, il se lève et puis il fait haut les mains et il dit « Camarade François, fertig Krieg ». Il disait que la guerre était finie. Alors, il nous l'a dit avant que les rangs qui sonnent cessez-le-feu. Un quart d'heure avant, les Allemands, ils disaient « Wilhelm Furth ». Wilhelm Furth, ça voulait dire « le Kaiser, il était sauvé ». Alors la guerre, elle a été finie. Quand j'étais rapatrié à Paris, à Saint-Denis, et justement, je me suis trouvé à Saint-Denis le 11 novembre. J'allais à l'école aussi, l'après, entre la cathédrale, l'abbaye de Sauce, la mairie, et puis l'école, enfin, sur 50 mètres. Alors, l'instituteur, il nous dit, la guerre, elle va finir, mais elle va finir à 11h. Vous sortez libre, on ne fait plus l'école aujourd'hui. Hein. Vous allez sortir. Alors, à moins 5, le directeur dit, bon, on peut aller lâcher 5 minutes avant. Alors, dis, tu viens avec nous, je t'ai mis, tu viens avec nous, on s'en va. On a été sonné à la cathédrale. On faisait des bombes jusqu'au plafond. Pour moi le faire, on avait pris la grosse cloche. Alors, chacun son tour, allez, oh, là, c'était bon. Ah, c'était un grand jour. Hein. Tout le monde dansait tout de suite. Hein. Ah, c'était une grande affaire. À partir de ce jour-là, c'était la fête. Hein, on a oublié tout. Hein. Et puis c'était les plus beaux moments que j'ai connus d'après la guerre, de ma vie. Hein, on croyait qu'on avait tout gagné, que tout allait aller tout seul. D'abord, les soldats, ils nous disaient, tu vois mon petit gars, il me disait, c'est pour toi qu'on se bat. Toi, tu n'iras jamais à la guerre. Puis 20 ans après, on faisait. Hein. Sur tout le territoire français, comme ailleurs, l'armistice provoque une explosion de joie. Et la liesse accompagne le retour des soldats survivants. Lens, Lille
et toutes les villes occupées par les Allemands sont rendues à leurs habitants. Les familles qui avaient été évacuées retrouvent leurs terres. Le spectacle qui s'offre à elles est ahurissant. Au lendemain de l'armistice, les habitants découvrent leurs terres retournées et ensanglantées. Leurs maisons sont totalement rasées. Vient le temps de la reconstruction et des hommages. Les Allemands, en partant, ont saboté complètement tout ce qui était économiquement intéressant. Ils ont déjà saboté des maisons, saboté les lieux. Ensuite, ils ont pillé. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui ont été pillées par les Allemands. Et enfin, ils ont arrêté les stations de pompage des houillères, des mines, en les inondant, ce qui a fait que les mines ont été inondées. On a été très aidés par les Hollandais qui nous ont donné des pompes qui étaient destinées à assécher la Hollande, tout ça. Mais il a fallu 4 ans pour que les houillères, que les compagnies minières retravaillent. Ensuite, toute l'industrie a été cassée. Ce qui pouvait être exporté en Allemagne est exporté en Allemagne. Ce qui ne pouvait pas était systématiquement cassé. Aux fourneaux, industrie sidérurgique, le textile, tout ça a été complètement vandalisé par les Allemands. Et beaucoup de soldats qui revenaient du coin, non seulement ne retrouvaient pas maison, ne retrouvaient même pas une tombe, rien du tout, mais n'avaient plus de boulot. On a reconnu notre maison au pavé de la route, mon père qui l'a reconnu. Hein, il s'est dit, ah ben chez là, j'ai les ruines qui sont, hein, dans nos maisons, il vient me voir. Ah oui, quand c'est pas possible. Ah ben, il n'y avait plus de maison du tout. D'abord, il n'y avait plus d'emplacement de maison, hein. Tout était, beaucoup de choses démolies, puis d'abord, tout avait été pillé. C'était plus des maisons, c'était plus logeable, hein. Il fallait commencer par réinstaller une maison, quoi. Et on voyait des corps, vous ne pouviez pas faire 2 mètres, là, qui est repassé là, à l'entrée d'Ablasin-Nazaire, à côté de la sucrerie. Vous ne pouviez pas faire 2 mètres sans vous buter dans un fusil cassé ou pas cassé, et des grenades à manche. Et des morts. Et puis des morts, malheureusement. Ouais, c'est des trous, hein. Ah, on voyait encore des os, des traînées, toutes sortes. Hein. Moi, j'ai même été avant les cérémonies. Aussitôt que j'étais arrêté, on est allé voir, hein. Mais j'étais au mine à voir. Il n'y avait plus une plante d'herbe. Il n'y avait plus une miette d'herbe. C'était la terre retournée, avec des os et tout ça. Il y en a eu qui ont été enterrés, déterrés 10 fois. C'était déchiqueté, quoi. J'ai rebouché un tranché, il y avait un corps, même pas tous les mètres, j'ai bouché le tranché, là, dans le fond de Bourbetonne, entre Souchet et Pierre-Blanc, dans un champ de Joseph Coyer, le maire, là. Ah, il y avait ils étaient enterrés avec un peu de terre sur le corps, et les pieds, ils passaient de l'autre côté du parapet. Vous savez, c'est le parapet. Bon, hein, la tranchée démolie, hein, tout ce que vous voulez, hein, et il dépassait. Alors, là-dessus, j'ai retrouvé sur les corps, je trouvais un porte-monnaie avec une médaille et quelques francs. Ils avaient été enterrés avec champ, avec leur chef personnel. Et puis, je vous dis, et passé un ordre 2 jours après qu'ils l'ont su que j'ai rebouché tranché, hein, avec un autre camarade, un homme, un mineur, là, qui s'était du pays, là, qui s'était mis à reboucher tranché. Il avait donné des nouvelles des morts, là. Il y avait leur plaque, leur nom. Hein. Alors, ils avaient donné des renseignements
J'ai été absolument défendu. Les gendarmes, ils l'ont venu. Et ils l'ont venu nous trouver. Ils ont dit, faut tout remettre dans le fond de la tranchée. Défense d'écrire en recrutement, ainsi de suite. J'étais cherché honteux. Et ce qui marque encore énormément les gens, c'est les corps. Il faut savoir que pour les batailles d'Artois, dans un carré de 7 km, il y a eu 360 000 morts. 120 000 ont eu des sépultures. En reste 240 000 qui étaient dans la nature. Et maintenant, actuellement, on est en train de faire des cités et à chaque maison, on trouve des corps. Alors ça attire l'attention des gens parce que c'était quand même que quelqu'un qui a donné sa vie à son pays n'a même pas une sépulture digne de ce nom, même pas une fosse commune. Ça, quelque part, ça choque. À partir de 1919, de grands travaux sont entrepris pour rétablir l'économie de la région. Sur 10 ans, des villes et des routes vont réapparaître là où elles avaient disparu. Certaines vont se reconstruire sur les corps oubliés d'une multitude de soldats. Les monuments aux morts fleurissent dans chaque commune qui a vu le sacrifice de ses fils. Un travail de mémoire est amorcé à la gloire de la patrie et de ses enfants morts courageusement. Quand on pense à l'horreur de la situation pendant cette guerre et à la façon dont les civils ont vécu une guerre, je dirais, sur deux fronts, parce que d'une part, ils faisaient la guerre militaire, c'est-à-dire que les hommes, entre 18 et 40 ans, étaient partis à la guerre. Et donc, que cette guerre, grande guerre banale, celle des tranchées et des obus, ils ont connu dans la région. Et ils ont été d'ailleurs champs de bataille, pratiquement d'un bout à l'autre, puisque le front passait aux limites de la région et qu'au fur et à mesure qu'en 1918, les troupes allemandes ont reculé, eh bien, ils sont devenus champs de bataille les uns après les autres. Eh bien, ceux qui d'habitude ne font pas la guerre, les vieillards, les femmes, les enfants, les adolescents, se sont trouvés aussi en position de guerre. Mais l'ironie noire de la mémoire a fait qu'on s'est rappelé du sacrifice normal, je dirais banal, des hommes, tandis que ce qui s'est passé pendant les 4 ans, les réquisitions, la faim, la tuberculose, les viols, les camps, tout cela, on a préféré l'oublier parce que c'était pas héroïque. Et on a enterré pour bien longtemps cette histoire spécifique du nord de la France pendant la Grande Guerre. Bon, je crois que, comme nous, avec nos invités, vous avez apprécié la force de ce documentaire, de cette trace, de cette mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, sur place, Yves Lemaner ? Vers 1916, tout le monde a compris que cette guerre était interminable. Tout simplement parce que l'artillerie est devenue dévastatrice. On ne peut rien faire contre un obus qui explose les corps humains en quelques secondes. Et malgré tout, les officiers généraux ont continué avec obstination à lancer des offensives. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que les soldats aient tenu. Ils n'ont jamais renoncé à combattre. Ceci dit, en 1917, l'armée allemande voit s'ouvrir de nouvelles perspectives. La révolution russe, comme vous l'avez dit, a éclaté. Et donc, il leur reste quelques mois pour concentrer toutes leurs forces sur le front français pour tenter d'emporter la décision avant que l'appui des Américains ne soit décisif pour permettre la victoire des Anglais et des Français. Ils ne sont pas venus ici, les Américains. Les Américains n'ont pas combattu dans le Nord-Pas-de-Calais, si ce n'est un petit peu dans la région de Cambrai en 1918. Et donc, c'est une sorte de bras de fer qui se déroule au printemps
printemps 1918, l'armée allemande lance une offensive gigantesque pour tenter d'atteindre la Manche, pour couper l'Angleterre de la France. Elle va échouer d'extrême justesse et ensuite, dans les mois de l'été 1918, les Alliés emportent la décision parce qu'ils ont des moyens matériels beaucoup plus importants, des chars, des avions, et parce qu'ils ont le soutien de l'armée américaine qui est en train d'arriver avec des centaines de milliers de combattants. Les témoignages que vous avez recueillis nous montrent bien la vie quotidienne qui s'installe. On dirait presque que la guerre se banalise dans certains de leurs propos. Oui, ça se passe comme ça. Ça se passe, voilà. Et puis on vit avec, moi j'apprécie cette séquence où ils nous racontent le cessez-le-feu. Ah oui, voilà. Ils l'apprennent à 10h30, qui sera donné à midi. Ouais. Et puis à l'école, on dit allez, on le fait une demi-heure avant, quoi. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut le faire. Il faut vraiment partir dans ces conditions-là pour s'apercevoir que c'est dramatique, de sortir. Alors je vous conseille ce site internet dont vous allez voir quelques images, là je suis dessus. Vous nous en dites deux mots, Yves. Les chemins de mémoire 14-18 dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, on est sur la carte, là, par exemple. C'est une immense opération qui a été mise en place par la région Nord-Pas-de-Calais pour rendre hommage à ces combattants disparus, puis aussi pour associer les nouvelles générations à cette histoire commune. Ce que vous avez bien dit tout au long de vos reportages, Jean-Michel, c'est que la génération actuelle est la première qui a la chance de vivre sans le risque de la guerre. On ne posera pas la question, est-ce que nos enfants vont mourir au combat ? Et donc ce site va nous permettre de découvrir des lieux qui sont très près de chez nous, qui évoquent toutes les mémoires françaises, allemandes, il ne faut pas l'oublier aussi, britanniques, australiennes. On visite des nécropoles, on peut les lire. Un cimetière militaire, c'est comme une sorte d'ouvrage. Il y a des codes, des symboles, et ce qui est frappant, c'est que cette guerre atroce, elle a introduit un principe d'égalité. Tous les soldats, quels qu'ils soient, n'ont eu qu'une terrible égalité, celle d'avoir leur tombe individuelle. Simples soldats comme officiers supérieurs, et y compris les soldats coloniaux qui combattaient dans les armées françaises et britanniques, ont été inhumés avec le même respect et les mêmes principes que leurs camarades métropolitains, alors qu'ils n'avaient pas le droit de vote. Je pense que c'est tout un symbole pour la jeunesse actuelle de voir qu'on a évité à nos nations en Europe l'épreuve de la guerre nationaliste, et qu'il ne faut jamais oublier ça parce que ça permet de faire taire ceux qui sont capables de vous dire cette absurdité, il nous faudrait une bonne guerre pour sortir de telle ou telle difficulté économique et sociale. Eh bien, il n'y a rien de pire que ça, et notre territoire le rappelle. Merci beaucoup, merci. Si nous avons la chance de découvrir et de vivre ces grands moments sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi parce que nous coproduisons ces documentaires avec les professionnels de la région et la SEM Télé Nord-Pas-de-Calais, que nous remercions. Et on se retrouvera très vite avec de nouvelles histoires qui vous concernent, vous, nous, tous, dans ce beau Nord-Pas-de-Calais. À très bientôt. Merci.